Chers auditeurs de Radio Maria, chaque mois, les équipes Notre-Dame nous font découvrir la spiritualité conjugale. Aujourd'hui, nous recevons Jean et Sigolène ainsi que Alexandre et Marie. Ils vont nous parler des fragilités à vivre en couple. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Nous allons aujourd'hui évoquer le sujet de la fragilité vécue et partagée au sein du couple. C'est un sujet qui nous concerne tous, car nous sommes tous fragiles. Alors, pour en parler ce matin, nous accueillons Alexandre et Marie. Bonjour Alexandre et Marie. Bonjour. Donc, vous allez nous témoigner de la manière dont vous vivez vos fragilités en couple et comment votre foi vous aide à vivre ces fragilités. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, bonjour à tous, nous sommes Alexandre et Marie. Nous sommes mariés depuis bientôt 7 ans. Nous avons 3 enfants, 2 garçons, Paul et Benoît, de 5 et 3 ans, et une petite fille, Louise, qui a bientôt 4 mois. Moi, je suis sage-femme, je travaille en maternité, pas très loin de là où nous habitons, et Alexandre est RH. Voilà. D'accord. Et donc, vous faites partie des équipes Notre-Dame. Vous avez une responsabilité particulière dans le mouvement ou... Alors, tout à fait, nous sommes aux équipes Notre-Dame depuis 2016, c'est-à-dire presque 6 ans. Et en fait, oui, nous avons été plusieurs fois responsables d'équipe. Et récemment, nous avons été fil rouge pour un rassemblement national à Lourdes, un rassemblement en France, Luxembourg, Suisse, qui a eu lieu en novembre dernier, autour de la fragilité, justement. Et donc, nous avons animé en tant que couple modérateur ce grand rassemblement. Parce que j'ai comme caractéristique d'avoir une infirmité de naissance qui m'empêche de marcher correctement et je me déplace en béquille tous les jours que Dieu fait. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment vous vous êtes rencontrés ? Tout à fait. Alors, on s'est rencontrés au cours de différents événements autour de la Manif pour tous en 2013. Voilà, l'association Alliance Vita avait fait pas mal de petits événements au préalable de ce moment en 2013. Et c'était à cette occasion que j'ai rencontré Marie. Et puis, je me souviens que voilà, on a commencé à cheminer ensemble à ce moment-là. Et alors, donc quand vous avez commencé à cheminer ensemble, quelles ont été vos appréhensions mutuelles ? Au début, alors je prends la parole peut-être moi, j'avais un petit peu peur du regard des autres. C'est pas évident de présenter Alexandre. Voilà, on s'attend pas forcément à présenter une personne handicapée à son entourage, à ses parents. J'avais un peu peur du fameux qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va me répondre, voilà. Forcément, j'avais aussi peur de la fatigue qui incombe à ce genre de situation. Je fais quand même plus de choses physiques que d'autres femmes. Donc tout ça pose question. Voilà, on avait pris le temps de faire. Entre autres, j'avais fait une retraite toute seule pour en discuter aussi, prendre le temps de discerner. Et puis après, on a été très bien accompagnés, entre autres pour la préparation au mariage plus tard, quand on avait décidé d'avancer un petit peu plus, mais on avait été bien accompagnés. Et pour ma part, je me souviens très tôt avoir un petit peu stressé, avoir eu des anxiétés par rapport à la problématique des enfants en bas âge. Pour avoir été moi-même issu d'une famille nombreuse, je sais que des enfants en bas âge, ça court dans tous les sens, ça demande pas mal d'énergie, pas mal de capacités physiques. Et Marie étant sage-femme, elle a donc des plannings de garde où on savait que dès le départ, il y aurait des situations où j'aurais à garder le week-end notamment les enfants en étant tout seul. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais est-ce que c'est quelque chose où gérer des enfants tout simplement, est-ce que c'est possible? Voilà, je viens avoir eu ces appréhensions-là. Est-ce que vous avez été accompagné du coup durant cette période de fiançailles peut-être ou de réflexion pour lever ces doutes, lever ces appréhensions? Est-ce que vos familles vous ont aidé? Alors, la réaction dans nos familles a été un peu particulière, donc pas forcément de la part des familles dans notre préparation. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a un petit peu, on est parti plusieurs fois en vacances ou des week-ends ensemble pour voir comment on gérait au quotidien.
quel rôle on pouvait se confier l'un et l'autre. Et puis, je me souviens que dans le discernement, on avait été conseillé par un carme qui nous avait dit, mais vous, plus que d'autres, commencez pas à discerner en étant déjà fiancés. On avait fait une retraite de pré-fiançailles qui nous donnait toute la liberté de savoir si on voulait ou pas s'engager et sur quelle base. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté, en fait, avec Marie. En fait, ce que ce frère Carme nous disait, c'est que la plupart du temps, quand on arrive dans un week-end de préparation au mariage, qui s'appelle préparation au mariage, on est déjà engagé, voire fiancé. Et il disait, mais ce qui serait mieux, c'est que les couples viennent en fait avant, parce que quand on pose toutes ces questions sur le quotidien, la place de la foi, alors il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce genre de week-end, mais c'est bien d'avoir les libertés de se rendre compte que finalement, ben, c'était pas le bon ou la bonne personne. Donc, il a dit, venez simplement. Alors, effectivement, on était les seuls à ne pas être fiancés quand on a été à ce week-end à Fontainebleau. Et donc, bon, on était forcément un petit peu en décalage avec les autres couples, mais finalement, je pense que c'est bien de faire ces week-ends sans être avec la date du traiteur et du photographe déjà bloqué, quoi. Alors, justement, aujourd'hui, quelle place prend le handicap au sein de votre famille? Comment ça se passe le quotidien, justement, avec vos enfants? Alors, il y a forcément une adaptation et en tout cas une répartition un petit peu différente des tâches qu'on pourrait imaginer dans un couple un peu, je dirais, classique. C'est-à-dire que la partie manutention m'incombe un petit peu plus. Voilà, Alexandre ne peut pas conduire, par exemple. Enfin, il aurait pu essayer de passer un permis adapté, mais voilà, ça s'est pas fait. Donc, tout ce qui est conduite, préparer les valises pour partir en vacances, conduire ou changer une ampoule, tous ces genres de choses m'incombent. Et Alexandre, lui, a du coup toute la partie beaucoup plus administrative que je déteste. Donc finalement, c'est plutôt très bien réparti. Voilà, tout ce qui est, je sais pas du tout comment j'en gère nos frais, nos impôts, nos déclarations, ce genre de choses. Donc c'est réparti différemment, mais bien réparti de manière à ce qu'on puisse trouver un équilibre au quotidien. Et au niveau de la gestion des enfants, bon, alors là, c'est forcément plus à moi que ça incombe aussi, mais je pense dans beaucoup de couples, c'est-à-dire que le matin, je les emmène à l'école, je les récupère. Mais parce qu'Alexandre rentre tard du travail, enfin là, je ne pense pas que ce soit forcément lié particulièrement au handicap. C'est plus une gestion du fait de nos travails, des horaires de travail. Mais en termes de répartition de charges, par exemple le matin, c'est vrai que c'est pas moi qui les emmène à l'école, mais c'est moi qui lance le petit déjeuner ou Marie qui les habille et qui fait les conduites. Mais par exemple le soir, c'est Marie qui peut, de par son emploi du temps, faire tout ce qui est bain et dîner. Moi, je suis dévolu au dents et à l'histoire. Alors c'est très pratique, mais c'est comme ça qu'on fait. Et bien évidemment, le week-end, quand je peux le faire, puisque je suis présent, entre guillemets, on inverse les rôles. Vous voyez, c'est de la répartition de charges. Ouais. On imagine que la communication, enfin comme dans tous les couples, hein, mais est vraiment très importante, non? Alors oui, et ce qui nous caractérise, mais on avait prévu de le dire après, c'est qu'on est deux caractères assez forts, assez entiers. Et c'est vrai qu'en termes de communication, enfin, c'est quelque chose qu'on n'hésite vraiment pas à se dire les choses. Il y a un thème qui revient, en dépit de notre particularité, il y a un thème qui revient assez souvent chez nous, qui est la charge mentale. Dans nos DSA, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que t'en fais pas? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que t'en fais trop? Genre de choses. Je précise juste pour les auditeurs qui ne sont pas aux équipes Notre-Dame que le DSA, c'est un des piliers des équipes. Ça signifie le devoir de s'asseoir. Et c'est un temps que les couples prennent une fois par mois ou plus, hein, mais pour se parler en vérité. Parce que objectivement, enfin, je vais laisser Marie compléter, mais c'est vrai que en termes de fatigue, Marie a plus à s'investir qu'une autre épouse dans tout ce qui est logistique, quoi. Et oui, alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de vos difficultés, les difficultés que vous pouvez rencontrer et comment vous arrivez à les surmonter? Alors, du coup, les difficultés, c'est typiquement
Bon, bien sûr, il y a l'organisation au quotidien dont parlait tout à l'heure Marie, mais pour nous, je n'irai pas jusqu'à parler d'épreuves, mais les vacances, paradoxalement, sont les vacances ou les week-ends sont des moments où c'est particulièrement difficile parce que tout ce qui est valise, conduite, manutention, installation, départ, ça repose beaucoup sur Marie. Parce que comme vous le savez, dans ce genre de moment, il y a beaucoup de transhumance routière à faire. Typiquement, c'est un moment de difficulté. Même, je me souviens que le confinement, pendant le premier confinement de mars 2020, on s'est retrouvé avec une belle traversée à faire en couple, puisque Marie travaillait à l'hôpital et moi j'étais en télétravail avec les enfants, et notre nounou qui vient d'habitude n'était pas venue. Donc là, je me souviens que ça avait été une grosse difficulté à gérer. Et alors, Alexandre a abordé tout à l'heure nos caractères un peu forts. Alors, c'est pas forcément lié au handicap, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, effectivement, on a besoin de communiquer, et je pense qu'on apprend à communiquer, mais au bout de 7 ans de mariage, on ne sait pas encore bien communiquer, donc on a encore peut-être beaucoup d'années pour apprendre. Je pense qu'on communique parfois mal, ou en tout cas, comme on est très entier, comme dit Alexandre joliment, je pense qu'on dit les choses comme elles nous viennent, et parfois, voilà, avec pas forcément la bienveillance qui pourrait aller avec. Je reproche parfois à Alexandre de se cacher un peu derrière de son handicap en disant oui, tu restes assis, tu m'aides pas, et Alexandre me répond non, ça c'est mon côté masculin. Voilà, donc c'est une manière peut-être différente de voir les choses, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu explosif, quoi. Donc on s'exprime peut-être pas encore comme il le faudrait. Et d'ailleurs, notre homélie de notre messe de mariage a commencé par le père qui nous a mariés par aujourd'hui nous assistons au mariage d'Alexandre et Marie. C'est un caractère fort qui épouse un caractère fort. Je ne sais pas comment il a présenté ça, mais c'était un homme de caractère voilà, épouse une femme de caractère. Exactement, un homme de caractère, une femme de caractère. Ça nous définissait plutôt bien. Mais ça laisse imaginer un petit peu la manière dont on communique parfois. Oui, donc on voit bien l'importance de se dire les choses. Exactement, mais de le dire correctement et d'essayer de le dire avec bienveillance, on a encore du travail. Et est-ce que votre foi est aussi une aide pour vous pour surmonter ces difficultés au quotidien ou à plus long terme, entre guillemets, au-delà des difficultés quotidiennes? Alors, effectivement, on a abordé tout à l'heure le DSA, là, le devoir de s'asseoir. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu tout de suite quand on est entré aux équipes Notre-Dame. C'est-à-dire que ce temps qu'on prend, c'est pas juste une discussion, comme on pourrait s'imaginer, pour faire le point, c'est aussi un temps de prière que débute par un temps de prière. Donc, c'est important de le mettre à plat, de se confier vraiment devant Jésus et de lui dire, bon, ben voilà, on va discuter, mais c'est surtout toi qui vas œuvrer. Donc c'est un temps qu'on aime beaucoup, et pour être sûr d'arriver à bien le faire tous les mois, on le fixe en fait, parce qu'avec les différents agendas, moi j'ai des gardes de nuit, le week-end, ce genre de choses. Chaque mois, on se fixe notre soirée DSA pour être sûr d'avoir le temps d'avoir au moins un temps de prière et de moments où on peut reparler des sujets qu'on aurait pu laisser de côté, d'un petit peu dans l'activité de la semaine, ou des choses qu'on n'a pas eu le temps de bien approfondir au quotidien, qui est effectivement bien chargé. Mais voilà, pas un mois sans DSA pour nous. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de parler correctement. Et on a beaucoup été marqué par la question du DSA qui était comment ça va vraiment, et on se l'explique un peu. Évidemment, les fragilités, c'est source de souffrance, mais quelle joie vous pouvez rencontrer malgré tout? Qu'est-ce que le handicap apporte à votre couple? Alors, il nous apporte des joies, j'allais dire un petit peu simples peut-être, mais un peu des joies de défi, en mode, bon, bah ça, on pensait pas qu'on pourrait le faire, mais on l'a fait. Bah, typiquement, ce week-end à Lourdes, sur 3 jours. Alors, bon, en plus, j'étais enceinte, j'attendais un bébé pour décembre, donc c'était au mois de novembre. Donc, on s'était dit partir 3 jours à 800 km de chez nous, enceinte, bon, avec Alexandre qui va devoir, voilà, je vais devoir peut-être pousser son fauteuil, ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Donc voilà, ça nous a apporté encore plus qu'un autre couple cette joie de on l'a fait, on était très contents. Et je dirais après plus dans ce que ça engendre aussi, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des rencontres très facilement parce que les gens viennent nous voir, proposent de leur aide. Donc ce qui est une source de grande joie, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres.
pas forcément attendues ou voilà, parfois on nous interpelle comme ça un peu dans la rue. Et on se rend compte que ça crée des amitiés parfois profondes qu'on va garder en plus dans le long terme, mais surtout un peu une cohésion. On a beaucoup d'aide. Voilà, typiquement, quand j'ai accouché là, de notre troisième enfant en décembre, sur Rambouillet, là où nous habitons, il y a tout un roulement de papa qui a fait des conduites pour emmener Alexandre me voir à la maternité. Nos familles ont pris des enfants. Enfin voilà, donc il y a quand même toute une aide, une solidarité un petit peu qui se crée. Et c'est très agréable, voilà, de se sentir entouré et puis d'avoir des rencontres, des amitiés qui se créent vraiment là liées au handicap, parce que les gens parfois se posent des questions et puis après proposent de l'aide. C'est vraiment très agréable de se rendre compte que ça peut créer ce genre de choses. Et oui, effectivement, en termes de joie, on va peut-être se répéter, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de faux semblant entre nous, il y a une certaine authenticité. Donc je pense que l'un des fruits de cette fragilité, c'est le fait qu'on soit vrai entre nous. On ose se dire les choses avec une certaine humilité. On aime aussi, ça apporte la joie de savoir demander de l'aide finalement et accepter qu'on ne peut pas tout faire. Et parce qu'on sait que si on n'ose pas demander de l'aide, on va finir par se mettre en difficulté en tant que couple. Oui, et ça, c'est pas toujours facile d'ailleurs de demander de l'aide. Bah voilà, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce qu'en plus, je détestais de me montrer fragile, justement, montrer que j'avais besoin, j'aime bien tout gérer. Donc au début, je fonctionnais un petit peu comme ça, je voulais tout faire à la place d'Alexandre en me disant au moins c'est fait, voilà, ce qui n'était pas possible sur le long terme. Donc de temps en temps, je me dis bon, allez là, non, il faut savoir reconnaître qu'on est fragile. Ou alors tu as accepté que ce ne soit pas fait soit avec la même rapidité que toi ou avec le même degré de perfection, que le ménage soit pas fait forcément avec la même oui, qualité que la tâche que soit toi. pas faite comme je l'aurais voulu. Voilà. Oui. Apprendre à lâcher aussi certaines choses. C'est un peu comme avec les enfants finalement. Ouais. Et justement, par rapport aux enfants, est-ce que peut-être qu'ils ne réalisent pas encore forcément, enfin, quel regard ils portent par rapport voilà, alors effectivement, là, les plus grands ont 5 et 3, donc ils sont encore à 3 ans, donc ils sont encore petits, mais ils ont posé un petit peu au départ, est-ce que ça lui fait mal? Voilà, donc une fois qu'on leur avait dit non, ils en ont pu reparler. Maintenant, ils savent que pour embêter papa, ils peuvent partir avec une béquille, par exemple, donc ça c'est un très grand jeu. Ou alors, ça va être plus, bah non, c'est vrai, papa, il pourra pas faire ça. Ils se rendent compte en fait des limites en fait de leur papa et que bah, Alexandre, il pourra pas aller jouer au foot ou ce genre de choses. Mais pour le moment, ils ne posent pas de questions particulières sur comment, pourquoi. Voilà. On n'a pas encore eu à leur expliquer plus de choses que ça. Ils sont plus dans le pratique, quoi. Ça, il peut faire, ça, il ne peut pas faire. Oui, mais du coup, il pourra nous lire une histoire assis. Voilà, c'est plus dans l'organisation. Pratico-pratique, ouais. Oui, c'est un peu ce que vous nous aviez témoigné quand on a préparé l'émission, c'est que Alexandre nous disait qu'il avait aussi des temps privilégiés avec voilà, avec ses enfants. Donc, Oui, je trouve que finalement, alors certes, les plannings de garde-marie font qu'on est obligé de trouver des subterfuges avec une nounou qui accepte les plannings qui changent tous les mois, mais ça a au moins l'avantage qu'effectivement, avec les gardes-marie le week-end, ça m'oblige, enfin, ça me permet en fait d'avoir les moments seuls avec les deux, et je trouve que du coup, ils ont des moments seuls avec moi, et donc ça leur montre que je suis capable de les garder et d'avoir, enfin, ils voient que leur père est capable de les gérer. Et ça, je trouve ça pas mal finalement dans notre, entre guillemets, malheur, d'avoir ces moments juste moi et eux, quoi. on voulait vous demander si vous voyez la fragilité comme une force ou comme une faiblesse. Alors, j'ai cherché la définition de fragilité pour être sûre de bien répondre. La définition de la fragilité, c'est un manque de solidité. Alors, bon, on va pas se voiler la face. Je veux dire, la fragilité reste une faiblesse. Hein. L'expression "on part avec un handicap" prend quand même tout son sens avec nous. Mais on se disait que la question, c'est de savoir ce qu'on en fait de cette fragilité et comment en tirer une force. C'est-à-dire que oui, le handicap est une faiblesse. On part avec quelque chose qui peut nous gêner dès le départ. L'objectif, c'est que notre couple ne le devienne pas. En gros, grosso modo, faut appeler un chat un chat. Clairement, oui, c'est une gêne. Une gêne. Maintenant, je pense que ça peut être ça peut porter du fruit pour bâtir quelque chose de différent. Voilà, on peut dire que finalement la nature nous force
à construire quelque chose qui n'est pas dans le cadre, qui est hors norme. Peut-être de ce connu-là que cette gêne peut être porteuse de fruits. Oui, d'ailleurs, on le voit effectivement. Enfin, moi, ça me fait penser tout à fait à l'image de Jésus sur la croix, qui était faible et pourtant qui a porté un fruit extraordinaire et qui nous a sauvés par sa fragilité, par sa mort de. Oui, tout à fait. Alors, Alexandre, est-ce que peut-être on peut poser une question un peu personnelle et puis on la posera à Marie également, mais Alexandre, qu'est-ce qui vous touche chez Marie? Écoutez, moi, je vais vous raconter une anecdote qui finalement a été une des causes qui fait qu'on se retrouve dans enfin, qu'on est marié, qu'on a bâti une famille. Je me rappelle lors de notre rencontre, j'ai été touché par le fait que chez Marie, bah, il y a une certaine authenticité, une certaine force de caractère qui fait qu'il n'y a pas de misérabilisme. Je me souviens que elle commence à m'interroger sur ah ouais, du coup, comment tu fais? Ben, je dis bah voilà, je suis jeune pro, j'habite en colocation. Ah d'accord. Alors, mais t'es en colocation quoi? Ah bah je suis avec un copain. Putain, les apparts de garçons, ça doit être vraiment dégoûtant. Et alors du coup, je lui dis non, on fait appel à une femme de ménage. Et là, elle me regarde, elle me dit mais je comprends pas là, tu m'expliques par A plus B que tu vas bosser tous les jours, que tu prends le métro et putain, tu pourrais quand même techniquement, c'est vraiment du luxe. Tu pourrais balayer ou passer l'aspirateur toi-même, quitte à adapter la manière dont tu le fais. Et je me souviens qu'elle m'avait dit aussi, tu peux très bien repasser tes chemises. Tu prends une chaise, tu t'assois et tu repasses tes chemises, quoi. Tu vas pas ton sale gosse. Et j'avais été un peu charmé par ce sens. Finalement, il n'y a pas cette surprotection que je peux avoir parfois de certaines femmes qui un peu mère poule. Non, non, Marie me pousse finalement à donner le meilleur de moi-même sans me surprotéger. Il y a pas tu joues pas à l'infirmière, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça génial, en fait, ce qui me touche chez Marie. C'est qu'il y a une prise en compte de l'homme, quoi. Alors, à côté de ça, elle a un sens de l'organisation assez important. Vous allez me dire, c'est assez important dans notre situation. Mais voilà, et puis on partage les deux une foi assez ancrée. Et c'est quand même, voilà, c'est ce qui me touche aussi chez Marie. Merci. Et alors, Marie, du coup, vous n'échappez pas à la question, mais qu'est-ce qui vous fait Alexandre? Alors, ce qui me plaît chez Alexandre, alors je pense que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui tire de son handicap, c'est comme ça que je le vois, c'est sa pugnacité, quoi. Je pense qu'Alexandre, il se lance un peu constamment des défis, mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il a dit qu'il allait s'occuper de quelque chose, il le fait, alors plus ou moins bien fait, mais en tout cas, c'est fait. Et voilà, une fois qu'il a dit oui, on s'est dit son oui est un oui, c'est-à-dire qu'il va me dire, je t'ai dit que j'allais m'occuper de cette tâche, je vais le faire. Donc voilà, moi il n'y a pas j'ai pas à attendre à le redire. Ou, parfois, voilà, c'est quelque chose qui est très appréciable quand même, c'est qu'il ira au bout de son oui. Et aussi c'est un sens de l'engagement que j'aime aussi, ne serait-ce que dans un engagement en deux couples, quoi. C'est-à-dire que voilà, on s'est occupé de cette préparation de grands rassemblements à Lourdes, j'ai pas à le tirer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est engagé, il y va. On est sur notre paroisse, on est aussi dans une équipe de préparation au baptême. On le fait ensemble, quoi. C'est pas moi qui m'en occupe. Une fois qu'on est engagé, on est engagé. Alexandre, de son côté, il est aussi dans l'organisation du pèlerinage des pères de famille sur notre paroisse. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il a un sens de l'engagement qui est quand même assez important. Et une fois qu'il a dit oui, c'est oui, quoi. Justement, donc vous nous parlez un peu de votre foi. On a écouté ce magnifique chant là des béatitudes tout à l'heure. Alors les béatitudes, ça nous enseigne que toutes nos fragilités peuvent être un chemin de joie. Alors justement, est-ce que la fragilité, ça vient nourrir votre spiritualité conjugale et peut-être de quelle manière? Est-ce que ça nourrit voilà d'une manière particulière votre foi Alors, autant on est très fort pour le devoir de s'asseoir, pilier des équipes Notre-Dame, mais c'est vrai que là où on est où on a des axes d'amélioration, c'est bien notre prière conjugale.
Mais néanmoins, je dirais que ça nous apprend à connaître nos limites et à accepter de demander lorsqu'on fait de la prière en famille. On apprend, en fait, on est un peu l'incarnation pour nos enfants qui prennent assez l'habitude de dire en famille, Jésus, aide-moi à être moins colérique ou à faire moins de bêtises. Et à la fois, ils nous voient, nos enfants, nous demander de l'aide entre nous. Et donc, du coup, eux-mêmes, dans leurs demandes et dans leurs prières, on les a vus plusieurs fois demander à Jésus grâce, voire remercier parce parce qu'ils avaient été élus. Et je pense que le lien avec les béatitudes se ferait plutôt comme ça. Et vous nous aviez dit, je crois, que vous étiez investi dans le mouvement de l'OCH, non? Ou est-ce que c'est... Alors, on a été contacté, on a témoigné pour l'ECH à différentes reprises, mais on n'est pas engagé en tant que couple au sein de l'OCH. D'accord. L'OCH, ça fait témoigner plusieurs fois, mais on n'est pas engagé en tant que couple. D'accord. Vous êtes aux END depuis quelques années. 6 ans, oui. Qu'est-ce que les END spécifiquement vous apportent ou apportent à votre couple? Vous nous avez parlé beaucoup du DSA, mais est-ce que vous trouvez vraiment du réconfort avec votre équipe ou voilà, comment est-ce que votre engagement aux équipes vous porte dans votre vie de couple? Alors, ce qu'on aime beaucoup aux équipes Notre-Dame, c'est qu'on est un peu scolaire en fait avec Alexandre et qu'on trouve que cette périodicité du rendez-vous mensuel, ça nous donne un cadre, ça nous donne une structure. C'est-à-dire que si on va à notre réunion en n'ayant pas progressé ou en n'ayant rien préparé, ça ne sert à rien. Donc, disons que cette fait d'avoir ce rendez-vous qui est fixé, on sait que il faut quand même s'y tenir et puis essayer de progresser, c'est quand même le but. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a tout de suite séduit, c'est-à-dire que ça nous aide, même si on n'est pas obligé de prier, bien sûr, on se dit bon là. On a dit qu'il fallait qu'on fasse des efforts sur ça, il faut qu'on arrive à se trouver un temps avec les enfants ou alors entre nous. Voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu structure. Et après, dans le sein de l'équipe ou de la réunion, ce qu'on aime beaucoup aux équipes, c'est que on nous dit parfois tout ce qui se dit en équipe se dit en équipe, mais il y a quelque chose c'est vraiment la transparence qu'on peut avoir et l'humilité de témoigner des choses parfois très difficiles au sein des équipes. Alors, on a une équipe qui bouge un petit peu. Tous les ans, il y a un nouveau couple. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile parfois parce qu'on doit se représenter. Mais ce qu'on aime, c'est de pouvoir dire des choses qui sont parfois très intimes ou très personnelles. Et on est vraiment très touché par la bienveillance qui est autour. C'est-à-dire que les couples vont nous répondre ou pas nous répondre si, voilà, ça leur évoque rien, mais on est quand même très agréablement surpris d'avoir cette écoute, cet échange qui est très profond. Et je rajouterais que il y a quand même dans l'équipe 2-3 couples avec qui on est en chemine depuis 4-5 ans. Et donc vraiment, il y a une profondeur des amitiés. Et quand on a besoin d'aide, je vous parlais du confinement l'année dernière, c'est des gens à qui on peut vraiment faire confiance et qui n'hésitent pas à nous aider. Et c'est quand même. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'être aux équipes Notre-Dame pour faire preuve de solidarité avec un voisin, mais là pour le coup, vraiment, c'est des frères et des sœurs dans le Christ et on peut s'appuyer sur eux. Et ce qu'on aime bien faire dans notre équipe, alors on ne le reprend pas forcément à chaque fois, mais on aime bien échanger des intentions de prière, c'est-à-dire qu'à la fin du temps de prière qui débute nos rencontres, on écrivait sur des petits papiers une intention de prière et en fait on les tirait ensuite à tour de rôle de manière à ce qu'on ait une intention particulière pour qui prier. Et donc on sait que voilà, quelque part dans notre équipe, quelqu'un prie pour quelqu'un ou pour nous. On se tient en union de prière tout le long du mois et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, mais qu'on devrait, je pense, garder. Parce que c'est vraiment, ça nous donne un petit peu de mission, quoi. Même aux enfants, on leur dit, aujourd'hui, on doit prier pour, le papa de quelqu'un qui est malade. Voilà, on a toujours ce petit papier avec une attention particulière qu'on doit porter tout le mois et on aime beaucoup cette union de prière qu'on garde les uns avec les autres. Ah oui, c'est une très très bonne idée. Je pense qu'on va la garder pour. On va proposer ça à notre équipe. En fait, on l'avait fait l'année dernière tous les mois et là, on n'a pas réinitié cette année, mais on s'est redit, oh mince, on l'a pas fait, il faut qu'on le refasse parce que c'était. Et puis en fait,
ça nous oblige, j'aime pas dire ça nous oblige, j'ai l'impression qu'on est obligé d'aller prier, mais disons que ça nous motive à se dire, tu sais, sur notre petit papier, il faut qu'on, là, une fois, l'année dernière, on avait effectivement je le garde parce que ça m'avait beaucoup marqué, hein, le papa d'une des équipières qui était malade et on avait pioché ce papier et on se disait bon là faut pas qu'on loupe ce rendez-vous où on a quand même ce monsieur qui compte sur nous. Alors bien sûr on va pas forcément le guérir juste parce qu'on prie, mais en tout cas on sait que ça va soulager cette famille de savoir qu'on prie pour eux, qu'on pense à eux. Voilà, et même les enfants ils pensaient quoi le soir faut qu'on prie pour le papa de Marie. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup quoi. C'est vrai qu'il y a un lien très très fort qui se crée au sein d'une équipe, hein. Et oui. Les intentions de prière, c'est un lien qui est très fort. D'ailleurs, on aura l'occasion dans la prochaine émission, le mois prochain, sera justement sur la vie d'équipe et la réunion d'équipe, donc ce qu'ils vivent. Je ne sais pas, Sandra, s'il y a des questions d'auditeurs qui vous sont parvenues. Alors, pas de questions. Moi, j'en aurais une pour Alexandre et Marie. Est-ce que, vous avez dit que le handicap vous a obligé à apprendre à demander de l'aide. Est-ce que, justement, lorsqu'on rencontre une difficulté qui est permanente, est-ce que ça ne développe pas également l'ingéniosité? C'est-à-dire que on ne peut pas faire quelque chose directement, on va réfléchir pour trouver un moyen de le faire quand même. Ah oui, clairement, je dis souvent en rigolant que ça nous apprend à être un peu MacGyver de l'organisation, en tout cas trouver des subterfuges ou d'autres manières de faire, pour fermer une porte, pour donner un bain, c'est parfois un peu acrobatique, mais j'ai presque envie de dire que permettez-moi la comparaison avec les langues étrangères. Quand vous parlez une langue étrangère, finalement, vous pouvez avoir un fort accent Frenchy, mais le plus important, c'est de vous faire comprendre. C'est pareil pour l'organisation, finalement, du moment que à la fin, l'enfant est baigné et qu'il est habillé, c'est important, peu importe que vous n'ayez plus de temps ou que vous ayez commencé par les cheveux plutôt que le corps pour le savonner, c'est important. Oui, l'important, c'est d'arriver à un résultat et peu importe le chemin qu'on a pris. Oui, voilà. Tout à l'heure, vous nous parliez effectivement, donc nous étions aussi à Lourdes et on a pu vous voir sur scène animé. Vous nous avez dit que c'était quand même un peu un challenge. Est-ce que vous pouvez nous raconter la manière dont vous avez vécu justement ce rassemblement en tant que, avec toute la préparation que ça vous a demandé, toute l'organisation, et comment vous avez pu vivre ça en tant que, entre guillemets, animateur, organisateur, et puis en tant que participant aussi? Alors, déjà, faut quand même savoir que c'était assez drôle parce que quand on a été contacté par le mouvement des équipes Notre-Dame pour animer ce rassemblement, on s'était dit que c'était trop lourd pour nous. On se voyait pas du tout. Marie a pas moi, autant dans mon travail, j'ai l'habitude de travailler en public, mais de parler en public, mais Marie a moins cette habitude. Donc, on avait été plutôt parti pour dire non. Et en fait, je me souviens bien quand on les a rappelés, ils ont suffisamment été persuasifs pour qu'on dise oui, en fait. En fait, on a été contacté par mail par un couple qui était dans l'équipe de l'organisation et qui nous disait Cher Marie, cher Alexandre, on vous a vu, alors, on a eu vos coordonnées parce que vous avez fait un petit article sur fragilité dans le couple. Voilà, on a pensé à vous et on s'est dit oh là, mais c'est qui Non, on va pas y aller. Voilà, tout de suite, voilà. Et en fait, on a été tout de suite séduits en fait parce que le couple qui nous a rappelé nous a très très bien vendu ce super pèlerinage à Lourdes. Et après, donc, ça en est suivi une année de préparation. Alors, on était 4 une sorte à organiser, entre autres pour la côté un peu politique, mais donc voilà, après on a eu des différents échanges par Zoom et ce genre de choses. Mais ce qui était bien, c'est que une fois qu'on était dedans, on avait envie d'y être, quoi. Donc on était un peu à fond, on préparait ça aussi un peu de notre côté à la maison. Donc, et puis les garçons savaient quoi qu'on allait partir à Lourdes, on leur avait dit, ils auraient chacun récupéré leur petite statue sur leur table de nuit, mais disons que c'était un peu un truc de famille. On leur disait, non, là on prépare le week-end à Lourdes, donc là vous avez quelqu'un qui vous garde, ce genre de choses. Et puis après, pour le côté plus pratique, peut-être que j'étais enceinte aussi, il s'est posé la question de comment on fait pour descendre, comment on va faire
sur place? Est-ce que je vais pas être trop fatiguée? Et puis, là, pareil, on s'organise, quoi. Donc, on a pris le train avec les enfants pour les déposer chez vos parents qui les gardaient. Donc, on s'est dit, mais comment on va partir? Il faut 5 valises. Voilà. Donc, c'est pas grave. Paul, tu donnes la main à Benoît. Maman, elle donne la main à Paul. La valise, on la met là. Enfin, voilà. Donc, on s'est dit, rien n'est impossible. On va y arriver. Et puis, on trouve des solutions. Et puis, sans rentrer dans de la spiritualité de haut vol, il faut quand même appeler un chat. Il y a aussi un petit peu d'abandon. Parce que sans rien vous cacher, moins d'une semaine avant l'événement, la sage-femme qui suivait Marie lui avait dit non, tu descends pas, on est à moins de 3 semaines de l'événement, c'est trop délicat. Et puis nous, on a été tellement impliqués dans la préparation de ces 3 jours que on s'est regardé, on a un peu prié, on a discerné, et puis on y est allé. Certes, logistiquement, j'avais quand même vérifié quelles étaient les maternités qui étaient sur les différents arrêts du TGV entre Paris et Lourdes. Mais voilà, on s'est dit, bon, Marie, soit avec nous, et voilà, tout s'est bien passé. Mais on a quand même une part d'abandon, et si vous me permettez l'expression, on n'était pas les malins dans le train à l'aller. Au retour, on était ravis, mais à l'aller, on n'était pas les malins. Voilà. Mais pour l'événement en tant que tel, finalement, c'est un petit peu comme notre organisation au quotidien, c'était partager le rôle dans nos fonctions de modérateur, en fait. Moi, j'étais sur l'animation, un peu l'animation entre les 2 intervenants, et puis Marie rappelait les infos pratiques. Pareil, même là-dessus, on avait chacun un rôle avec ses forces. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que sans l'Esprit Saint, on fait pas grand-chose. Donc c'est beau merci de nous partager justement voilà ces différents combats et comment vous les avez par votre foi, hein, parce que c'est un vrai acte de foi aussi, hein, de venir à je sais plus combien vous étiez, 8 mois enfin 1 mois avant l'accouchement, c'est quand même. Oui, c'est ça. Un grand merci en tout cas pour votre beau témoignage. Un grand merci de vous être livré voilà, sur la manière dont vous vivez ces fragilités en couple, les forces que vous arrivez à en puiser. Merci beaucoup Radio Maria de nous avoir accordé encore une fois ce mois-ci cette émission durant laquelle nous avons pu partager sur Voilà, et nous vous retrouvons donc le mois prochain pour parler de la vie en équipe. Merci pour votre invitation. À bientôt.